Bonjour et bienvenue aujourd'hui en Ukraine. Nous sommes dans un... Comment est-ce qu'on qualifie cet endroit? Un QG avancé. C'est un QG avancé dans lequel notre ami Maxime, ici présent, que vous connaissez bien, c'est quoi, des chefs de la salle des drones? Ouais, second commandant. Second commandant. On va rappeler rapidement ton parcours. Tu t'es engagé ici dès le début de la guerre. Ouais, mai 2022. T'as fait pas mal d'opérations. Quelques-unes, ouais, où j'ai été blessé courant novembre 2022. Et, donc t'as perdu ta jambe, mais t'as choisi de revenir, de continuer à te battre ici. Exactement. Pour l'instant sur les arrières, mais tu n'exclus pas de retourner. Non, ça c'est pas exclu du tout. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors là, on est sur le stream de toute une brigade. Ouais. Donc sur un secteur qui se trouve au nord de Kharkiv. Et au final, on a le front en direct 24 heures sur 24. Ok. Que ce soit de nuit, de jour. Ah, c'est un gentil ou un méchant, ça? Alors ça doit être un russe. Ah, un russe? Ah non, okay. C'est un ukrainien. Ah. On va expliquer le contexte, les amis. Pourquoi est-ce qu'on est là particulièrement aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui le 13 août. On est dans la région de Kharkiv. Vous savez qu'à partir du milieu du mois de mai, les Russes ont cherché à pousser dans la région de Kharkiv, ils ont cherché à avancer. Ils n'ont pas réussi à avancer autant que prévu, c'est-à-dire qu'ils se sont limités à quelques centaines de kilomètres carrés, ce qui est déjà beaucoup évidemment, mais ce qui est négligeable quand on compare avec ce que font les Ukrainiens quand eux ils poussent dans Koursk, entre parenthèses. Les Russes, à partir du moment où il y a eu l'autorisation faite aux Ukrainiens de pouvoir tirer dans la profondeur et le territoire russe, leur dispositif s'est quand même relativement effondré, ils n'ont plus été en mesure d'assumer la logistique pour continuer à avancer, à pousser, et donc le front est relativement gelé. Vous faites partie des gens qui les ont repoussés. Vous appuyez la 92e brigade mécanisée, mais vous faites partie de la Légion des volontaires internationaux. Tout à fait, du 3e bataillon. Vous êtes soldat de l'armée ukrainienne, régulier, engagé, en tant que soldat, comme il existe la Légion étrangère. Tout à fait. On va toujours le rappeler ça. Ce matin, les Russes ont cherché à pousser. On cherchait à faire un assaut sur le village où on travaillait sur notre secteur. Ma première question, est-ce que les assauts sont préparés par de l'artillerie, par des hélicoptères, par tout ce qu'on voit? Pas vraiment. Ce matin, on a vu un assaut sans préparation d'artillerie, sans hélicoptère, sans avion, parce qu'ils prennent plus le temps de rentrer sur le sol ukrainien, par peur de finir en tant que pilote. Tu parles des aéronefs? Ouais, des pilotes d'avion ou d'hélicoptères. Les hélicos vont plus sur la ligne de front? Plus tellement, les Russes ils s'approchent plus trop non plus des vraies lignes de front, ils s'approchent plus tellement. Donc ils restent à quelques kilomètres. Ouais, ils restent à quelques. Ouais, et puis là on est à 6,5, entre 6,5 et 10 km de la frontière russe, donc ils peuvent très bien tirer depuis la Russie. Bien sûr. Mais là, les hélicos, l'intérêt c'est quand même tu fais du close air support, tu t'approches, tu vois sur quoi tu tires. En vrai, ouais, on tire direct. C'est de la théorie ça. Ouais, parce que tu as bien vu, les Ukrainiens, ils remontent. Au final, je suis pas sûr qu'ils visent tant que ça. Ouais, bon, ça on est d'accord. J'ai toujours mis en doute l'efficacité de ce truc. Donc, oui, on va préciser que nous, on est à peu près à km de la frontière russe. Tout à fait, ouais. Tu me dis, ils font plus de préparation d'artillerie quand ils lancent des assauts. Là, sur notre secteur, en tout cas, c'est comme ça. Là, ils ont juste envoyé, je sais pas, une cinquantaine, une soixantaine de Pax en camion ou en voiture un peu modifiée ou en véhicule blindé. Okay. Tout droit vers la dernière ligne de position de leur infanterie. Okay. Pousser un peu plus, débarquer tout le monde. Et là, au moment du débarquement, ils se sont fait arroser par les Ukrainiens. C'est-à-dire que, ils arrivent par dizaines? Là, ils étaient une trentaine, ils ont déchargé à un endroit. On t'enverra les vidéos, comme ça tu verras un peu. Ouais. On les voit descendre, commencer à se faufiler un peu dans le bout de forêt qu'on voit en haut. Que je peux pas vous montrer. Ouais, qu'on peut pas montrer, ouais, malheureusement. Par là, ils sont pénétrés dans le début du village, donc les premières maisons qui sont dans le village, qui sont détruites. Il reste que les les souterrains. Hein. Que les souterrains, les caves pour s'abriter, et c'est tout. Il n'y a plus de toit, il y a... Vous êtes au courant de l'attaque des Russes? Tout à fait, on le voit, en fait, on le voit tout en direct, et tout est... On a un petit cahier comme ça là. Là il y a une dizaine de drones en raid, parce que vous voyez qu'il y a encore des drones, encore 7 caméras ici. Et on fait un cahier de garde, par exemple, comme dans l'armée française. Et on ne se bat pas sur une information qui ne vient pas que nous on n'aura pas pu vérifier. Parce que beaucoup de fois on a été envoyé, on nous dit il y a un OPI 3 russe,
Et tu te retrouves en face de l'armée russe. Il n'y a pas 3 Russes, mais 50 ou 60. Et du coup, on préfère être sûr maintenant à 100% de l'information et de savoir un peu comment ça bouge, les rotations, etc. On voit un peu le rythme parce qu'au final, sur notre partie de drone, on ne voit pas le côté ukrainien. On voit que le côté russe. Ouais. Donc, quand vous voyez les Russes arriver, réaction c'est quoi? Tu donnes la position, il y a de l'artillerie qui va tirer dessus, vous envoyez des drones kamikazes? Alors là, ce matin, ils ont pris des drones, ils ont pris du cluster américain, ils ont pris des FPV. Cluster américain, c'est votre artillerie? Ouais, qui est Chaos. Ils ont pris des grenades qui sont jetées de Mavic. Okay. Donc ils ont pris une panoplie de grenades et de tirs d'artillerie. Donc et sur ça a été 50 mecs débarqués? Au final, il va rester peut-être 10 survivants qui vont être dispatchés dans un endroit où le mec il a peut-être pas de radio, il sait pas où c'est ses potes. Il va se retrouver tout seul et coupé, il pourra pas revenir en arrière parce que quand il va revenir en arrière, tout le monde va le voir. C'est un champ ouvert. Ouais, il va se prendre un FPV sur la tête quoi. Les Ukrainiens qui étaient dans cette position, néanmoins, eux ils ont reculé? Ils ont reculé un peu. D'une ou deux maisons? Ouais, c'est ça. D'un secteur, ils sont descendus un tout petit peu pour pouvoir repasser à l'avant quand ils aient fini d'être targets. Ok. Ce que je comprends, c'est qu'une fois qu'ils sont arrivés dans ces maisons, le boulot des opérateurs de drones, c'est d'aller vérifier dans quelle maison ils se trouvent réellement. Tout à fait. En fait, ils le voient forcément parce que le drone est resté que sur eux. Ils ont fait revenir un autre drone pour avoir tout le groupe ensemble. Et après, les tuer au fur et à mesure, selon ce qu'il y a de disponible au moment-là, quoi. Donc, soit Maverick avec les grenades, soit FPV, ou de l'artillerie. C'est quoi ta mission à toi? Alors, en ce moment, c'est plutôt de regarder un peu ce qui se passe, d'apprendre au nouveau comment on regarde un drone, ce qui est important de regarder, comment on distingue une personne d'un animal, la nuit ou la journée. Ouais, okay. C'est un peu de leur apprendre un peu tout ce qu'on a appris nous pendant tout le temps qu'on a passé en Ukraine. Je vois que tu as des radios. Est-ce que c'est l'opérateur de ce drone-là qui va pouvoir dire tiens, balance-moi de l'artillerie à tel endroit, ou alors ça remonte à un niveau supérieur? Alors ça remonte à un niveau qui est très très supérieur. On est dessus, donc c'est la CIBI qui est juste là. Et c'est eux qui donnent les ordres directement aux Ukrainiens parce que c'est le travail de la brigade et c'est leur travail à eux. Donc nous, quand on aura nos mecs qui seront là-bas, ce sera notre travail à nous de les faire bosser concrètement. Là, tu vois, t'as un risque. Ça court en dessous. Ouais, je l'ai vu. Alors donc là, ils sont en train de chercher dans les bois? Les Russes qu'on a vu courir tout à l'heure? Tout à fait. Tu vois qu'il y a des couleurs qui sont pas normales là. Déjà, il y a du bleu là, tu vois. Et le bleu, il bouge un peu. Est-ce qu'il va se faire target? Je pense. Donc là, d'ici quelques dizaines de minutes, il y aura certainement quelque chose qui va arriver là. Ou peut-être moins. Mais qui valide l'envoi de ce FPV? Alors du coup là, ça dépend qui c'est qui bosse. C'est le QG, le stab de la 92 qui gère tout ça. Okay. C'est le poste de commandement. De nuit, vous avez tout autant de drones? Il y en a peut-être un tout petit peu moins parce que la journée ils font plus de rotation. Et tu vois les choses importantes elles se passent plus la journée. Okay. Et que tout le monde n'a pas des drones nocto ou thermo. Donc du coup, au final, ça fait moins de drones qui regardent tout le temps. Celui qu'on vient d'avoir, il peut travailler la journée et la nuit. On va avoir une partie d'équipe qui va faire que du jeton, donc que de l'assaut et de la reconnaissance. De la reconnaissance par le feu. Bon, c'est que de l'assaut au final. Et on va avoir une équipe de dronistes qui vont soit au départ faire de la reconnaissance parce qu'ils n'ont pas encore l'expérience pour pouvoir faire d'autres choses pour le moment. Et après, ils vont pouvoir commencer à drop petit à petit. Ils s'entraînent déjà sur les FPV, sur les simulateurs de FPV toute la journée. Le logiciel, ouais, ils en mangent toute la journée. Alors lui, il rampe. Alors lui, il doit être dans un bon état. Ouais. Mais je pense qu'il s'est pris Bomber, c'est un mec qui drop. Ouais, il s'est pris une grenade. Bon, on a raté la grenade en gros plan, mais j'ai vu tomber. Ah, mais attends, il va lui en balancer une autre, je pense. Donc tu vois, il n'y a rien pour se cacher. Tu vois, les maisons, elles sont là. Ça, c'est les fameuses maisons dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Donc ça doit être un des résistants qui est resté caché un peu dans le bush en haut et qui se dit, je vais peut-être sortir, ça a l'air mieux maintenant. Et puis au final... Non mais ça me fait halluciner. Ils envoient 50 mecs. Ils en perdent 30 avant qu'ils descendent de leur tracteur. Il y en a peut-être 15-20 qui arrivent à survivre, qui arrivent là-dedans. Et ils n'ont aucun support, ils n'ont pas de soutien, ils n'ont rien? Bah non.
Ils sont abandonnés. Là, ils sont abandonnés là. C'est juste, s'ils prennent des positions, c'est bien. S'ils prennent rien, bah On commence après-demain avec le même nombre de mecs au même endroit, de la même manière. Exactement. Ils vont pas changer de tactique. C'est soviétique. Ouais, non, il est caché là. Hein. Bah, tu vois, il sait exactement où il est. Hein. Ouais. À quelle altitude il est le drone, ça? Alors, du coup, lui, il est 60 mètres, ouais. C'est... C'est assez bas. Mais parce que lui, il drop. Ouais. Tu vois. Et le mec qui était sur le même parti, tu vois, il est là. Ouais. Et lui, il est à 100 mètres. Ok, une observation plus... Donc, il y a l'observation, il y a un drone qui vient en plus parce que c'est le drone qui drop. Le mec qui drop, il va rester sur le drop. Et l'autre va reprendre le circuit de son secteur, tu vois. Ok. Regardez un peu. Et comme ça, il y a des... Il n'y a pas de coupure de secteur. Bombardiers qui sont en permanence prêts à décoller au cas où les autres vont donner un ordre. Ou des FPV, etc. Tout le temps. Et on l'entend à la radio en général quand ils demandent de frapper avec des FPV ou ce genre de choses. En termes d'équilibre, là en ce moment, on voit bien que les Russes, ils ont beau essayer, ils perdent beaucoup d'hommes sans réellement progresser. En tout cas, c'est pas intéressant de leur point de vue. Et quand ils prennent une position, ils vont la perdre dans 2 heures parce que tous les mecs seront morts. Bah, au final, ça sert à rien. Même s'ils prennent la position et qu'ils sont 3 dedans, ils pourront pas la tenir. C'est impossible. C'est-à-dire que la dépose est assurée, mais pas la récupération. Les blessés, ils oublient, les morts, ils oublient, il n'y a plus rien. Ouais. C'est les Russes, hein. Les Russes. Les blessés sont livrés à eux-mêmes. Ouais. On les voit, on en a vu pas mal blessés se faire achever par le drone. Ou s'achever eux-mêmes, tu vois. Ouais, livrés à eux-mêmes. Alors du coup, le petit jeune que tu as vu avant, là, il vient de prendre une petite frappe d'artillerie, là. Il est là. Donc là, c'est la partie du village qu'on voyait juste avant. Donc la partie haute du village. Les maisons qui sont détruites, là, c'est les Russes qui les ont détruites en espérant déloger les Ukrainiens qui étaient là. Exactement. Bah, la guerre moderne... Ah bah là, c'est plus que moderne. Hein. Bah après, les Américains ont le même pouvoir quand tu regardes le drone Predator qu'ils ont. Ouais, mais ils ont pas... Ils volent depuis les États-Unis. Bien sûr. Ça, c'est ouf quand même. Hein. Ah, mais... T'es chez toi, tu fais partir ton drone et... Bah, théoriquement, là, t'es sur Starlink. On pourrait être à 200 bornes, ce serait pareil. Ouais, ce serait pareil. Qu'est-ce qu'on fout là, d'ailleurs? Je sais pas. On aime bien entendre les bruits de l'artillerie, ça nous rappelle le front. Non, mais après, vous connaissez la zone et comme ça, vous êtes prêts à y être engagé aussi, c'est important. C'est exactement ça. Bah là, si on est appelé, on connaît déjà la zone, on a déjà vu comment les Russes travaillaient, donc on sait déjà ce qu'on doit faire et où le faire. Bon, on va rappeler, vous êtes une équipe de combien là maintenant? On va dire à 5 personnes près. Entre 12 et 18. On a 2 Brésiliens, on a un Japonais, on a un mix. Un Sénégalais, Tunisien. Ouais, Tunisiens qui ont été soit à la Légion, soit ils ont pas de passé militaire. Ils sont devenus francophones dans la Légion. Voilà. Ouais. Donc ils sont devenus francophones. Après, on a l'américaine qui parle que anglais. Et la deuxième est opératrice drone. Donc elle, potentiellement, c'est elle qui va balancer les... C'est elle qui va s'occuper de balancer des grenades sur les Russes. J'ai de la chance parce que c'est actif là, ou c'est tout le temps comme ça là? C'est toute la journée actif. Toute la journée, il y a des Russes. Toute la journée, toute la nuit. Il y a plus ou moins d'activité, mais le nombre de drones, plus ou moins, c'est toujours le même. Le nombre de drones le même. Voilà. Et après, bon, comme là, ce matin, il y a eu l'assaut, forcément, ça bouge un peu plus. Mais sinon, il y a toujours un peu de frappe ou de FPV qui vont venir. Parce que les mecs sont livrés à eux-mêmes dans le village. Hein. Ouais. Donc, premier jour, ils s'accrochent. Deuxième jour, ils s'accrochent. Au troisième, ils sont obligés de sortir de leur cage pour chercher de la bouffe, de la flotte. Voilà, vraiment ce qui est basique, parce qu'ils sont assez. Et vous avez l'information sur la présence des drones d'observation russes? On en détecte. Des fois, il y a des opérateurs drones qui arrivent à détecter d'autres drones. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils engagent la poursuite, pas dans le but de détruire le drone, mais d'essayer de localiser l'emplacement de lanceur. Où le drone va venir se poser. Ok, mais il pose qu'au bout de quelques heures aussi. Non, c'est des Mavics. Hein. Ah, des Mavics aussi? Ouais, 20 à 30 minutes. Hein. Et après, on le voit rentrer. Hein. Et est-ce que il y a des Baba Gaia de votre côté? Les Baba Gaia, on va rappeler, c'est des drones octocoptères gros qui vont balancer des trucs beaucoup plus lourds. Alors, on a le Vampire qui marche la nuit, qui marche très bien la nuit sur notre secteur. Je les ai vus avec la 48e brigade. Là-bas, ils balançaient des mines anti-chars. Ils larguaient des mines anti-chars. Impeccable. Ouais, voilà, il a largué des obus de 60 et mines anti-chars aussi. C'est pareil. Hein. Ouais, ça envoie. Hein. On le voit la nuit chasser et tout, c'est impressionnant à regarder. Hein. Ouais. Et en termes de brouillage, parce que pareil, on est quand même sur des drones civils classiques, quand on sait qu'on voit si bien.
Il n'y a pas de guerre électronique chez les Russes? Alors si, il y a des parties du front qui ont déjà été signalées ou repérées par les opérateurs drones, parce qu'il y a certains secteurs où dès qu'ils rentrent dans le secteur, soit ils perdent le drone, soit il y a des interférences de fou sur le drone, et ils sont obligés de soit reculer, soit ils perdent leur drone, tu vois. Tu vois là, il se fait un peu hack avec le pistolet à drone. Ah, tu penses que c'est le pistolet, ça? Normalement, tu vois, t'as tes barres de fréquence comme un réseau de téléphone. Oui, je vois. Toi, tu vas leur dire si ça apparaît. Voilà. Et là, donc du coup, quand t'es en blanc, c'est que ta connexion est à 100%, et plus elle va descendre, plus tu vas être soumis... Ouais, bien sûr. Voilà, tu captes à 3 briques. Ouais, et du coup, tu vois bien que son image freeze, alors que normalement, le secteur sur lequel il vole, tout est bon. On est à une distance de pilotage. Ouais, plus que correct, et il vole... Bah lui, on a l'habitude, lui, c'est un gars qui drop aussi. Et il connaît bien le secteur, et à chaque fois qu'il a des pertes de signal, des pertes de fréquence comme ça, c'est qu'il se fait... il est resté sur la même position, donc on avait le russe là qui s'est replié. Là on sait que c'est aussi une position de combat. Et après au-dessus, tu as d'autres tranchées sur la ligne de forêt. C'est probable qu'il y a un mec dans la ligne de forêt, tu vois, qui essaye au pistolet anti-drone d'arroser un peu le ciel entre guillemets, dans l'espoir de foutre en l'air les drones. Ça marche pas. Vous en perdez pas tout le temps, quoi. Des masses parce que si le gars il balance son flingue comme ça avec le ça marche pas. Gauche à droite. Ouais. C'est random, hein. Peut-être que tu feras tomber le drone, peut-être pas. L'idéal c'est toujours d'être focus sur le... Ouais, de rester fixe dessus. Vous en perdez souvent des drones? Ça arrive de temps en temps là en ce moment. Là ils en ont perdu 2 en... Ça fait 1 semaine et demie. Ouais, 2 c'est pas énorme quoi. Un Mavic hein. Sur une brigade, un simple Mavic civil arrive à tenir... Il tient, il peut tenir longtemps. Bah, s'ils l'entretiennent correctement, s'il y a une bonne maintenance dessus, si l'utilisation n'est pas non plus trop importante, et qu'ils ne le perdent pas ou qu'ils se le font pas hack, tout va bien. Tout va bien. Là, concrètement, tu donnes jamais l'ordre de tir du coup. Okay, toi, tu es de l'observation. Ouais, pour l'instant, on fait que de l'observation. Quand ils partiront en mission, par contre, là, on donnera des ordres de destruction ou quoi que... Mais pour l'instant, on attend, on entraîne et on apprend aux jeunes, aux petits nouveaux, à comment survivre en Ukraine et à comment gagner. Sur cette portion du front, donc la frontière avec Kharkiv, là où les Russes sont présents, il y a combien de postes de commandement comme le tien? Il doit y en avoir au moins 2 à 3. Ouais. 2 à 3 par bataillon, et combien de bataillons par brigade? Il fait quasiment une vingtaine de postes comme ceux-là répartis. Sur l'ensemble du front. D'un autre côté, c'est intelligent, parce que admettons qu'on prenne un missile ici sur la gueule, bon ils ont détruit un poste, mais il reste les autres du même bataillon qui continuent de travailler. C'est arrivé, voilà, il y a eu quelques mouvements de troupes spécifiques qui ont été faits pas très intelligemment dans le coin, et forcément on a pris... Ils ont été détectés en bougeant. On a pris assez rapidement, parce que je crois qu'on a pris entre 7 et 10 minutes. Ok, ah ouais, c'est assez rapide. Donc là, et les bombes planantes russes, les FAB, les câbles Pour l'instant, Dieu merci, on n'a pas mangé une FAB 500. Bah c'est tombé avant. Sur les villages à côté? Non, sur Kharkiv, sur le début de Kharkiv, et sur le village d'après. Là, on n'est pas passé par la route, tu vois, mais la route... il y a le fameux epicenter là, qui a morflé il y a 3 semaines. Ouais. Bon, il est pas si loin que ça, il est en arrière. Et tu vois bien qu'il a bien. Et puis là, toute la route, là, quand tu vas rentrer dans Kharkiv, quand tu passes par le nord, il y a des traces de bastos partout, il y a des impacts de missiles, il y a un peu de tout là-bas. On va rappeler quand même que c'est une zone qui a été occupée en 2022, que les Ukrainiens ont libéré dans la contre-offensive de l'automne, septembre, octobre, novembre 2022, à l'époque où ils ont libéré 20 000 km² en 3 mois, à l'époque ça bougeait vraiment. Et là c'est la contre-offensive, enfin la réoffensive russe qui a échoué, qui fait qu'ici il y a de nouveau des conflits dans la zone, mais sinon vous étiez déployés plutôt dans le Donbass, tout à fait, sur le front face à Louhansk. Tout à fait. Les amis, bravo pour votre boulot, félicitations. On rappelle qu'une partie de votre équipement repose sur vos dons, donc je remets le lien avec... et puis toi, tu as ta collecte aussi à toi pour acheter des drones, on va remettre les deux. Comme ça, vous pouvez... La team Berlioz qui profite à tous les francophones ici. Puis là, il y en a quand même une quinzaine là, donc... là, il y en a beaucoup. Et puis, pour vous aider, vous spécifiquement, l'équipe de Flash, je sais pas si vous avez un nom. Vous trouvez un nom de guerre, les gars, ça va pas, l'équipe de Flash. Faut trouver quelque chose. On va réfléchir, proposez vos meilleures idées. Écrivez-les en commentaire. Voilà, et puis abonnez-vous, il paraît que ça fait les gens s'abonnent plus quand on le dit, mais abonnez-vous. À bientôt. À bientôt, au revoir.